Bienvenue pour le book review de Good to Go, Christy Asher-Wanden. S'il y en a qui ont du mal à se connecter en live, je pense que l'Internet a pas mal de mal en ce moment. Vous aurez la reprise, je vais poster sur F5 Podcast et ça va être sur le compte YouTube aussi. J'ai une feuille aujourd'hui parce que le livre Good to Go qui parle de la récupération était très facile à lire mais très dense en information, puis je veux être sûr de rien oublier de partager avec vous. Donc, Christy Asher-Wanden, c'est une athlète dans la quarantaine qui a été à très haut niveau en ski de fond, en course, en vélo. Puis, elle a toujours été passionnée, un peu comme tous les athlètes. On est passionné à un moment ou à un autre par la récupération. Parce que, on s'entraîne fort, fait que ça fait mal, fait qu'on va essayer d'aller grappiller un gain quelque part. Fait qu'elle a regardé de façon scientifique. Le premier truc qu'on veut parler, c'est les études. Elle fait un brief overview de ce qui se passe avec la plupart des études dans la récupération. Premièrement, c'est extrêmement difficile de faire des études en double aveugle avec des placebos. Parce que si on parle, exemple, du cupping, c'est vraiment dur de faire un placebo pour le cupping parce qu'on file tout de suite qu'il y a une différence. Faire un placebo aussi pour un bain de glace, ça marche pas. Tu sais tout de suite si l'eau est glacée ou si l'eau elle n'est pas glacée. Fait que ça, c'est vraiment difficile à faire. L'autre affaire aussi, c'est qu'assez souvent, ça va être fait par les compagnies elles-mêmes qui veulent promouvoir leurs produits. Fait que c'est clair qu'ils ont un billet puis ils cherchent quelque chose. Puis c'est vraiment facile de se tromper soi-même quand on cherche quelque chose. Puis elle va le faire. Christy, dans le livre, elle parle qu'elle fait une étude sur la bière. Puis elle va voir si la bière, ça pourrait être un outil de récupération. Puis comme elle dit en niaisant, elle espère genre que ça va fonctionner. Puis ils font une étude de exertion, maximal exertion. Fait que ça veut dire fatigue complète, le bon vieux test sur un tapis roulant où est-ce qu'à chaque minute on augmente la cadence puis il faut y aller jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Puis elle se rend compte que en faisant le test à la fin, les filles, pas les gars, mais les filles qui ont bu de la bière comme récupération avec de l'alcool, fait que dans le fond son placebo c'était de la bière sans alcool. Celles qui ont pris de l'alcool, donc une bière, ont mieux performé sur les tests des journées d'après, puis de façon significative. Sauf qu'après, en parlant avec les gens, elle se rend compte que ça n'avait pas vraiment rapport. Il y a beaucoup de gars dans le deuxième test, exemple, qui avaient amené leurs enfants, puis ils voulaient partir vite, fait qu'ils ont arrêté avant d'arriver à fatigue complète. Il y a beaucoup aussi où est-ce que juste le savoir c'est quoi qu'on avait été capable de pousser un petit peu plus fort. Donc, il y en a plusieurs qui étaient capables de savoir s'ils avaient la bière sans alcool ou pas. Il y en a d'autres aussi où est-ce qu'elle s'est rendue compte que la personne qui a briefé le test a dit que la plupart des gens se rendaient autour de 20 minutes. Fait que tout le monde a lâché autour de 20 minutes. Fait que c'était facile de typer les tests d'un côté ou de l'autre. Aussi, le truc majeur qu'elle s'est rendue compte et qui était commun à peu près toutes les études, c'est que c'est souvent trop petit. Donc, on va parler après, exemple, de toutes les études qui sont faites. C'est Christy qui parle dans son livre, là, c'est pas Mathieu, mais elle va parler, donc je vais vous en parler des études qui ont été faites par Gatorade. Exemple, il y a 106 études qui ont été faites. La médiane, c'était 9 personnes. Fait que quand c'est des études avec très peu de gens, on se rend compte que si on fait 10 études de 9 personnes, exemple, ça ne vaut pas une étude de 90 personnes. Parce que c'est vraiment facile de trouver ce qu'on cherche quand c'est petit. Puis c'est vraiment facile qu'il y ait une erreur, que ce ne soit pas reproductible. Parce qu'une étude, dans le fond, avec peu de personnes, c'est pas que c'est non valable, c'est que ça devrait trigger qu'on veut essayer de reproduire le même résultat, mais avec une plus grande base de personnes. Puis ça, d'habitude, ça se fait pas. Fait que assez souvent, c'est ça les problèmes des études. C'est qu'elles sont trop petites, financées par les compagnies elles-mêmes, puis c'est assez facile d'envoyer le résultat d'un côté ou de l'autre. Et dans la plupart des études de récupération, c'est très, très, très difficile de faire un double aveugle. Donc, ça, c'est le début. Après ça, elle parle de plusieurs méthodes de récupération, puis après, on parlera de quoi faire avec ça. Fait que je vais partager avec vous. Le premier dont elle parle, c'est la déshydratation.
Pour elle, c'est le plus grand mythe qu'il y a dans la récupération. C'est cette peur qui nous a été instiguée par justement principalement la compagnie Gatorade, puis maintenant plein d'autres compagnies qui ont ridé sur la vague, que c'est extrêmement dangereux d'être déshydraté. Donc la première chose qu'elle nous dit, c'est, puis ça, c'est pas la seule qui le dit, si vous voulez, vous pouvez aller sur CrossFit.com, il y a une série d'articles, je pense qu'il y en a 12, qui s'appelle Hyponatremia, donc l'hyponatrémie. Vous pouvez aller voir, c'est très 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 bien détaillé par Tim Noakes, gars d'Afrique du Sud. Vous pouvez aller voir aussi, il y a beaucoup de plus en plus dans le fond de gens, et même de toute façon, vous allez vous rendre compte que les recommandations internationales sur l'hydratation ont changé énormément maintenant. Sauf que, à partir des années 60, il y a eu la compagnie Gatorade qui a poussé extrêmement fort pour essayer de nous faire croire que dans le fond, notre corps, quand il faisait un effort physique, c'était tellement un effort hors du commun que ça nous prenait de la réhydratation et on verra plus tard de la nutrition au-delà de ce que de la nourriture normale pourrait nous donner. Premièrement, la déshydratation, il n'y a aucun sportif qui sont déjà morts de déshydratation. Ça ne veut pas dire que c'est bon d'être déshydraté, mais il n'y en a aucun. Par contre, l'hyponatrémie, qui est le contraire, donc la surhydratation, il y a des gens qui meurent de ça à chaque année. Exemple, les premiers cas enregistrés ont été dans les marathons, dans les endroits très très chauds en Afrique, où est-ce qu'ils ont commencé à mettre des points d'eau pour la première fois, puis il y en a qui ont commencé à boire trop, ce qui est assez facile de faire, surtout avec le fait qu'on se fait dire qu'il faut boire même si on n'a pas soif. Donc d'où ça vient qu'il faut boire même si on n'a pas soif? Ben, premièrement, c'est d'essayer de... Au début, peut-être à bon escient, tous ces gens-là disent, au début, ils voulaient essayer de trouver un avantage, mais c'est sûr que ça a été poussé énormément par les compagnies justement comme Gatorade, qui n'a pas parlé nécessairement des études qui invalidaient ce qu'ils disaient, ils gardent juste les études qui valident ce qu'ils disent. Et il y a la grosse erreur, dans le fond, qui se passe avec la déshydratation, que la déshydratation, c'est pas quelque chose de pas dangereux, il faut prendre ça au sérieux, la déshydratation. Sauf que la déshydratation serait, d'après Gatorade, un lien direct avec les heat strokes, donc les coups de chaleur, et donc une énorme baisse de performance et même potentiellement que ce soit dangereux, alors que ça n'a aucun rapport. Donc la déshydratation n'est pas la cause des coups de chaleur. Les coups de chaleur, la cause de ça, ça va être l'intensité avec laquelle on s'entraîne. Si on s'entraîne à très haute intensité et qu'il fait chaud, même en fait s'il fait froid, ça pourrait nous arriver, mais c'est beaucoup plus fréquent si c'est chaud. S'il fait extrêmement chaud, qu'on fait un entraînement extrêmement intense, c'est l'intensité à laquelle on va s'entraîner dans le fond qui pourrait nous donner un coup de chaleur. C'est pas la déshydratation, parce que le coup de chaleur va arriver beaucoup plus tôt que ce qui va nous créer une déshydratation, parce que ça prendrait quand même relativement longtemps. Donc, toutes les choses dont elle nous parle, que toutes les choses qui disent de rajouter des électrolytes, premièrement, les électrolytes, c'est juste quelque chose, un sel, exemple, qui peut se dissoudre dans l'eau en ion, fait que du sel normal, c'en est. Nos reins, quand on commence à être déshydraté puisqu'on fait de l'effort physique, vont faire leur job, vont redonner du liquide, donc de l'eau dans notre sang et des électrolytes. Fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. C'est le premier concept dont on va commencer à parler. Elle va dire que si on s'entraîne fort, assez souvent, on va avoir le goût de prendre du sel, on va avoir le goût du salé quand on mange, ben c'est le temps d'en prendre. Il faut juste écouter son corps. C'est la première chose qu'elle va commencer à nous dire. Puis elle parle beaucoup, dans le fond, le problème de toutes ces méthodes de récupération-là, il y en a qui sont bonnes, vous verrez, mais le problème principal, c'est qu'on se détune par rapport à notre corps. Et alors que si on veut devenir un champion, un athlète de haut niveau, il va falloir commencer à être capable d'écouter ce que notre corps veut. Donc, premièrement, elle va dire, toutes les études montrent que le goût qu'on a pour l'eau va changer quand on en a besoin. Quand notre corps a besoin, si on boit de l'eau, c'est la meilleure chose au monde. Quand on n'a plus soif, ben l'eau, ça goûte pas bon. Fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'en boire quand on trouve pas que ça goûte bon, puis on a besoin d'en boire quand notre corps nous le demande. Puis c'est la même chose avec le sel. Fait qu'il faut commencer à écouter son corps. Est-ce que j'ai soif? Ou est-ce que je suis juste drillé à boire toutes les 15 minutes 2 onces d'eau parce qu'il y a une publicité qui m'a dit que Michael Jordan faisait ça, fait que Gatorade me dit qu'il faut que je fasse ça. Fait que, commencez à ça. Deuxièmement, il faut se rendre compte que notre corps est extrêmement bon à garder l'homéostasie. Donc, c'est totalement normal de perdre du poids quand on s'entraîne. C'est totalement normal d'avoir une certaine déshydratation quand on s'entraîne, mais nos reins, s'ils fonctionnent correctement, donc on parle d'athlètes, d'habitude on fonctionne très bien,
vont pouvoir contrebalancer ça. Si on regarde, dans le fond, chez les marathoniens, chez les sportifs d'endurance, ceux qui gagnent les marathons, c'est ceux qui ont le plus haut stade de déshydratation, parce qu'ils sont allés relativement intenses et assez souvent, ils boivent peu, parce que ça leur permet même, on pense, que comme leur poids baisse jusqu'à 10% de leur poids, il y en a qui perdent 8, 9, 10 livres. Ça leur permet même d'aller plus vite. Puis après ça, ils reviennent totalement à la normale, puis il n'y a pas de problème. Donc, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié. Oui, quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La recommandation, c'est boire quand on a soif, boire de l'eau, pas s'inquiéter à rajouter du sel, ça peut même nous causer du trouble de rajouter des tablettes d'électrolytes puis des choses comme ça, puis nous déséquilibrer, puis complètement fausser le mécanisme de notre corps pour être capable de soutenir l'effort pendant plus longtemps. Et les fameuses pee charts qu'ils appellent, donc regarder la couleur de son urine, ben oui, on peut le regarder, mais c'est pas ce qu'on a toujours pensé. Moi qui faisais de la voile avant, on m'a tout le temps dit, il faut que ton urine soit complètement claire avant d'aller sur l'eau, ça veut dire que tu es hydraté. Mais en fait, c'est problématique. Si votre urine est complètement claire avant d'aller faire un effort physique, si vous êtes en train de dire à votre cerveau que vous avez trop d'eau, donc vos reins ne retiennent plus l'eau, éliminent l'eau, donc on est plus en situation diurétique au lieu d'être antidiurétique. Donc, on élimine l'eau, ce qui est problématique juste avant d'aller faire un effort. Donc, avant d'aller faire un effort, ce serait même très bien que notre urine soit un petit peu plus concentrée. Vous inquiétez pas, c'est pas ce qui est dans l'urine qui est important, comme elle nous explique, c'est la concentration dans notre sang. Et donc, si notre urine est un peu plus foncée, ça veut juste dire qu'elle est un peu plus concentrée, ça veut juste dire que le mécanisme de rétention d'eau avec nos reins pour être prêt à faire un effort physique est enclenché, ce qui veut dire que ce serait une bonne chose. Fait que, faites attention avec l'hydratation. Dans le fond, commencez, la première recommandation, je vais pouvoir l'écrire ici, c'est de commencer à écouter son corps. Boire quand on a soif. Et puis, manger salé quand on a le goût. Ça, c'est son premier coup. Après ça, quoi manger? Là, encore une fois, on est allé chercher le plus d'études possible pour voir un peu tous ces gadgets, on dira, de nourriture soi-disant quasiment spatiale, spéciale, pour les athlètes. Fait que l'histoire un peu, elle le fait, c'est intéressant d'aller regarder l'histoire du Power Bar, d'aller regarder aussi toutes les choses avec les protéines en poudre, avec le monde du bodybuilding et tout ça. Il faut se rendre compte en fait que il n'y a pas de différence entre prendre de la nourriture de récupération haut de gamme, fait que des poudres, des suppléments qu'on va rajouter comme de la créatine, de prendre des protéines qui viennent d'une barre, au lieu que de prendre même de la nourriture de très basse qualité, du fast-food. Ils ont fait le test que les athlètes, dont il y a Usain Bolt d'ailleurs aux Olympiques, qui est connu pour manger 100 McNuggets de poulet au McDo par jour, pendant qu'il est aux Olympiques, puis il mange exactement la même quantité sans dans le fond le calculer. Ils se sont rendus compte qu'il allait chercher la même quantité que s'il prenait ces nourritures-là faites par les hommes, transformées, mais supposément meilleures pour la récupération. Il allait chercher à peu près la même chose. Fait que ça revient encore une fois un peu à, si on s'écoute, on va manger la bonne chose à court terme. Elle dit bien sûr, c'est pas une bonne chose de manger des McNuggets du McDo à tous les jours. Mais si ça donne le même effet que de prendre de la protéine en poudre, que de prendre des Power Bars, que de prendre du Gatorade, ben peut-être faut qu'on se pose la question de est-ce que ça, à long terme aussi, c'est bon? Parce qu'en fait, la qualité de ces bouffes-là est rendue assez proche d'un bonbon, assez proche d'une nourriture extrêmement transformée. Donc, c'est questionnable si c'est bon à long terme. En fait, d'après elle, c'est pas bon à long terme pour le corps par rapport à prendre de la vraie nourriture. Par rapport à prendre, exemple, un gruau ou du yogourt grec ou tout simplement du poulet avec du quinoa à notre prochain repas. Mais qu'est-ce qui fait
qu'on a tout le temps voulu prendre ces bouffes-là qui sont plus faciles puis qu'on peut prendre directement après s'être entraîné, c'est qu'on s'est fait dire qu'il y avait une fameuse fenêtre anabolique qui disparaissait. Au début, je pense qu'on disait 20 minutes, après 40 minutes. Fait qu'il faut tout de suite aller prendre un shake après s'être entraîné au gym, sinon on va manquer la fenêtre. Fait que ça, cette fenêtre-là, elle est beaucoup plus longue qu'on pensait. Si on mange dans la journée où est-ce qu'on s'entraîne, on va récupérer aussi vite pour le lendemain. Ce qu'il faut faire un bémol, par contre, c'est que c'est vrai que si, exemple, comme au CrossFit, ou alors si on fait des sports avec des éliminations comme au tennis, puis on fait plusieurs matchs par jour, c'est sûr que si on va refaire un gros effort dans la journée, plus on mange tôt après avoir fait notre premier effort, plus vite on a un potentiel de récupération pour être un peu plus en forme pour notre prochaine épreuve. Fait que de ce côté-là, peut-être qu'il y a des moments où ça peut être pratique d'avoir une barre dans sa poche parce qu'on ne sera pas capable de se cuire un poulet sur le milieu du court de tennis. Sauf que, faut faire attention, la plupart d'entre nous, on ne s'entraîne pas avant le lendemain, donc il n'y a pas nécessairement besoin de tout de suite prendre quelque chose. C'est beaucoup, vous allez remarquer aussi, on en parle, la culture du sport. Si on est bodybuilder, on prend des protéines. Si on est crossfitter, il nous faut un shake juste après. Si on fait peu importe un autre, chaque sport a un peu comme sa culture de la récupération avec une bouffe soi-disant spéciale. Si on est en endurance, il nous faut des gels, ou il nous faut genre des power bars, ou il nous faut quelque chose de spécial. Faut voir pourquoi est-ce qu'on le fait. Puis il faut voir que c'est pas nécessairement la meilleure façon de dépenser son argent. Ce serait peut-être mieux de prendre de la qualité par rapport à ces nourritures qui seraient soi-disant meilleures, parce qu'il n'y a rien qui prouve que ces nourritures soient meilleures. Elle en parle beaucoup avec, exemple, les protéines. Si vous regardez sur les pots de protéines, c'est jamais prouvé. C'est tout le temps des études indépendantes de la... pas indépendantes, pardon. Justement, des études qui sont pas indépendantes, qui sont de la compagnie même, et qui sont, si on regarde aux États-Unis, pas approuvés par la FDA. Il y en a peut-être qui commencent à faire attention, puis d'être au Canada, je sais qu'il y en a certaines qui ont des Drug Identification Number, fait que c'est déjà mieux. On est plus chanceux au Canada, je sais qu'en Europe aussi, c'est un peu plus sévère. Par contre, il n'y a rien qui prouve que c'est mieux de manger ça que de manger de la vraie nourriture. Et il y a même plus de choses qui prouvent que c'est mieux de prendre de la vraie nourriture à long terme. Donc, en résumé, si on a un court terme parce qu'on a deux épreuves dans la même journée, il faut manger rapidement après notre effort. C'est sûr qu'on pourrait prendre de la vraie nourriture, mais là, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de prendre une barre ou genre un shake de protéines. Puis sinon, dans la moyenne du temps, fait que la moyenne des gens, il faut juste manger cette journée-là. La fenêtre anabolique est plus 8 à 24 heures. Là. Fait qu'on a le temps. Manger vraie bouffe. Allez-y pour la qualité. Fait que des choses les moins transformées possibles. Si vous vous rappelez du résumé de Obesity Code, c'est beaucoup plus important pour notre santé à long terme. Là, elle met un concept que je trouve très intéressant. Donc, ici, dans les concepts importants, train low, compete high. Que ce soit pour l'hydratation ou pour la nutrition, elle dit qu'il faut faire attention. On se rend fragile comme athlète de boire tout le temps, dès qu'on peut. On se rend fragile comme athlète de tout le temps manger dès qu'on peut. En training, il faut enseigner à notre corps à préserver l'eau, par exemple, elle dit. Fait que ça serait bon en training de ne pas boire par exprès pendant une certaine période. Après, elle dit, si vous êtes un joueur de football ou de hockey, exemple, dans vos games de pratique, buvez pas. Puis, quand vous compétitionnez, là, c'est le temps de boire parce qu'on s'entraîne l'eau. On se rend compte que peut-être notre performance sera un petit peu moins bonne, mais on entraîne notre corps à préserver de l'eau, à être capable de fonctionner avec un petit peu moins que du fuel optimal. Puis quand c'est le temps de compétitionner, là, on le prend. Fait que c'est l'exemple un peu du coureur qui va prendre son gel avec de la caféine seulement et beaucoup de glucides à la fin au dernier 5 km, au dernier 2 km.
mais qui ne va pas le faire en entraînement tout le temps. Fait que ça lui donne un vrai boost. Train high train low, compete high. Fait que pensez à ça. On pense souvent à varier notre entraînement, mais on oublie de varier pour notre récupération, la capacité de notre corps à préserver l'eau, notre capacité à notre corps aussi à pas nécessairement manger tout le temps, ce qui fait qu'on réduit notre capacité à devenir les meilleurs possibles au niveau de la récupération. Fait que je trouvais que c'était un concept très intéressant, ça, le train low, compete high. OK. Maintenant, elle parle de plusieurs trendy tools. Le premier, elle va parler du froid. Fait que de mettre du froid si on est blessé versus aussi, pas versus, mais aussi incluant genre les ice baths. Là, c'est un peu le même principe. Elle a un concept que je trouve très intéressant. C'est compétition versus entraînement. Un petit peu comme le train low, compete high. Competition versus training. Est-ce que en ce moment, on s'entraîne à performer le plus possible en entraînement ou est-ce qu'on veut performer vraiment pour un événement? On s'explique. La glace, qu'est-ce que ça fait? Si on rentre dans un bain de glace, dans le fond, c'est que ça va réduire l'inflammation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait qu'il fallait le faire. Ça bloque la circulation dans ça fait de la vasoconstriction dans toutes nos extrémités, puis ça concentre vers notre tronc. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que, exemple, si vous regardez dans le fond The Fittest, un documentaire sur les CrossFit Games qui viennent de sortir, ils ont tendance, entre les events, boum, en compétition, ils s'en vont dans un bain de glace direct. On va Fraser y aller, on va Noah Ohlsen y aller, on va Pat Berner, ils se parlent quand ils sont là-dedans. En compétition, elle va dire c'est une très bonne idée. Ça va réduire l'inflammation, ça va nous permettre de ne pas avoir autant de douleur. Et ça nous permet aussi d'avoir un rituel. On va parler de ça après, mais rappelez-vous que le rituel de la récupération est très important, des fois plus important même que ce qu'on fait pour la récupération soi-même. Donc là, ce serait intéressant. Par contre, il faut savoir que ça va repousser le moment où est-ce que le corps se répare. Donc en compétition, on ne veut pas que le corps se répare. En compétition, on veut juste faire un showcase de comment on s'est entraîné et qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est pas quelque chose pour s'entraîner, c'est un test. Versus en entraînement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut de l'adaptation, on veut surcompenser. Puis comment est-ce que notre corps il fait pour surcompenser? Bien, c'est là qu'elle en parle. Elle dit, un des mécanismes, c'est l'inflammation. Donc, si on arrête l'inflammation, on repousse notre surcompensation. On repousse qu'on va devenir plus fort plus tard. C'est pas ce qu'on veut en entraînement. C'est pour ça que je trouvais, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de récupérer en compétition versus récupérer en entraînement? Donc, la glace, quand on est en entraînement, ce serait un big no-no. Parce que ça retarde la possibilité de notre corps de faire des surcompensations pour se préparer pour le prochain entraînement. Il faut accepter qu'en entraînement, des fois, on ne va pas nécessairement performer à notre best. C'est le principe des gros camps d'entraînement où est-ce qu'on se fait pousser à nos limites, on finit par comme performer de moins en moins, sauf que si c'est bien fait, une semaine après, on a un boost. Ben, ça, c'est le même principe. On ne veut pas mettre de la glace pendant ces camps d'entraînement-là, parce que ça nous permettrait juste d'avoir l'air bon pendant le camp d'entraînement, puis pas après, alors que le but, c'est de performer après. Fait que ça, c'est pour la glace. Après ça, elle parle de l'acide lactique. Bon, ça reste encore un peu dans le commun, dans l'esprit commun que quand on a mal à nos muscles, c'est sûrement parce qu'on n'a pas flushé l'acide lactique. Elle dit c'est complètement faux. Maintenant, on sait que l'acide lactique, c'est même utilisé comme substrat pour créer de l'énergie. Ça pourrait même être à l'origine de faire, de partir un mécanisme pour créer plus de mitochondries dans nos muscles, ce qui est une bonne chose. Et si on fait rien du tout, ou même juste une petite marche tranquille après un entraînement, ben, en 1 heure, l'acide lactique est flushé. Fait qu'il n'y a pas besoin de flusher son acide lactique d'une autre façon. Donc, elle dit que quand on dit que les massages ont tendance à flusher l'acide lactique, elle dit que ça ne sert à rien. Par contre, les massages, ils sont en train de se rendre compte que ça pourrait avoir, si on fait un massage directement après une session d'entraînement, ou en compétition, ça pourrait avoir joué, il faut encore plus d'études, mais ils commencent à penser à cette hypothèse-là. Ça jouerait sur la synthèse protéinique,
Ce qui veut dire qu'un massage après un entraînement ou une compétition pourrait aider à récupérer plus vite si les protéines peuvent se régénérer se synthétiser plus rapidement. Fait que ça pourrait être intéressant à regarder. Après ça, la chaleur. Il faut comprendre que pour récupérer, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut utiliser l'autoroute qui est le sang. Donc, si on augmente le flux sanguin, ça va permettre d'amener plus de nutriments plus rapidement partout dans notre corps. Fait que la chaleur, c'est ça que ça fait. Ça vasodilate. Ça fait aussi que notre cœur bat un petit peu plus vite, puis ça envoie du sang un peu partout. Fait qu'un sauna, exemple, ça peut être une façon relaxe. En plus, ça a un effet relaxant versus, on parlera de feel good effect, versus hurts good, qui est genre, exemple, le bain de glace, parce que c'est beaucoup plus dur sur le côté mental qu'un sauna. Donc, dans le sauna, c'est un peu plus relax. Après, elle parle que les saunas infrarouges versus les saunas réguliers, il n'y a rien qui prouve qu'il y a une différence. Fait qu'un sauna juste normal, ça fonctionnerait. Mais après, elle dit, détrompez-vous, c'est pas magique le sauna. Si à la place d'aller 15 minutes dans le sauna, vous décidez de juste faire de la marche tranquille ou de monter sur un vélo puis d'aller à un pace vraiment relax de récupération active, ça aussi, ça va activer le flux sanguin et ça va faire le même effet. Par contre, ça peut être intéressant d'être dans le sauna au niveau de l'effet relaxant. Puis on parlera que des fois, la récupération, ça peut être juste très utile pour relaxer au niveau mental plus qu'au même niveau musculaire. Fait que ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement bon. Le foam roller, elle dit, en fait, oui, ça va jouer potentiellement sur le fascia, ça c'est dur à prouver, mais elle dit qu'il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte, c'est que ça joue au niveau neurologique. Puis exemple, si on roule le haut de la jambe, ça a des effets neurologiques pour débloquer même les chevilles puis les pieds. Ou si on travaille sur un côté, sur une jambe, ça a des effets sur l'autre jambe aussi. Fait que ça pourrait être intéressant à regarder parce que ça aurait un effet neurologique qui pourrait aider à la récupération. La compression, fait que les fameux tight skins ou alors les Normatec, où est-ce que c'est du pneumatique là, en compression. Ça, elle dit, c'est sûr, ça peut encore une fois aider à la circulation. Ça a été créé, ces affaires-là, pour les gens qui avaient des problèmes de retour veineux, exemple, les bas de compression pour les personnes plus âgées habituellement qu'on met. Puis après, on a essayé de trouver comment est-ce qu'on pouvait les utiliser puis marketer ces produits-là à d'autres. Et puis on s'est rendu compte que les sportifs, on pourrait leur vendre à peu près n'importe quoi qu'on leur dit que c'est pour la récupération. Fait que c'est arrivé là. Fait que ça peut potentiellement aider. On pense que les compressions, peut-être ça aide même plus pendant que après. Les études, c'est quelques pourcents que ça aide pour la récupération, quelque chose comme 3 à 6%. Puis encore là, elle dit c'est potentiellement biaisé parce que c'est tous des tests qui ont été faits sur des gens qui ont des problèmes de circulation alors que les athlètes de haut niveau, par définition, on n'a pas de problème de circulation. Fait qu'encore là, vous pouvez le tester si vous aimez ça, le feel. C'est clair qu'il y a un certain feeling attaché à ça, que ça a l'air de fonctionner parce qu'on le sent, la compression. Si ça nous permet de prendre un petit moment relax, ça peut être intéressant, mais c'est pas si magique que ça. Encore une fois, juste augmenter son rythme sanguin pour augmenter la circulation pourrait juste être fait par une marche ou par un petit peu de vélo. Fait que là, après, elle parle d'un autre élément extrêmement important, parce que moi, je suis victime aussi, comme j'imagine peut-être beaucoup d'entre vous, d'avoir voulu essayer tout le crossbar, le foam roller, le cupping, toutes ces affaires-là. Puis on oublie en fait des facteurs extrêmement importants dans la récupération, qui sont même encore plus importants que toutes ces petites bébelles-là, qui dans le fond sont poussées plus par le marketing que par la science. Le stress. Le stress, c'est un peu tabou. Tout le monde est comme le stress, c'est juste. Mais ce qui fait avancer notre corps, dans le fond, quand on s'entraîne, quand on veut faire de la surcompensation, c'est qu'on a un gros stress physique sur notre corps. Et le concept qu'elle amène, qui est très important, puis qui a été un peu une révélation pour moi, parce que je le savais, mais peut-être pas à ce point-là, c'est que le stress physique et mental, c'est la même chose pour notre corps. Que ce soit du stress parce que j'ai fait un gros entraînement aujourd'hui ou que ce soit un stress parce qu'à cause du COVID-19, mes gyms sont fermés puis je ne sais pas c'est quoi l'avenir, mon corps il ne fait pas la différence entre ça puis il y a du stress. Puis on a une certaine banque
une capacité à gérer le stress, une capacité à tolérer. Fait qu'on a une certaine tolérance de stress pour un événement, mettons. Fait qu'exemple, si on a un événement extrêmement stressant, il y a quelqu'un qui arrive ici avec un fusil puis qui veut genre hijacker ma maison, peut-être que ça augmente au-dessus de ma tolérance, je peux pas capable de le gérer puis je paralyse. Mais il y a ce qu'on oublie aussi, c'est la capacité de stress. Fait qu'on a la tolérance, ça c'est pour un seul incident, comme boum, c'est quoi notre tolérance, jusqu'où on est capable d'aller. Ça s'entraîne aussi. Pour ça qu'un policier peut-être serait capable de réagir d'une façon différente que moi si quelqu'un arrive armé. Après ça, ce serait la capacité. Mais c'est là le concept. C'est que la capacité, c'est combien de stress, de petits stress qui sont en dessous de ma tolérance, je peux accumuler dans ma journée ou dans ma semaine ou dans mon mois avant que ça explose, avant que ça soit trop, avant que ça m'empêche de récupérer, parce que c'est plus que ma capacité à récupérer. Fait que, peut-être que je suis capable de gérer beaucoup de stress physique quand j'ai zéro stress mental autour de moi. Puis j'arrive à récupérer. C'est un peu le principe qu'on a tendance à tous dire « Ouais, mais c'est facile pour tel athlète parce qu'il fait rien d'autre que juste s'entraîner, il n'a pas besoin de penser à d'autres choses. » Mais en fait, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile parce qu'il peut tolérer beaucoup plus de stress physique parce que son stress mental est très bas. Le principe de Rich Froning, Matt Fraser, Tia Claire Toomey, si on parle du monde du CrossFit, qui peuvent vivre de ça, puis qui ont un stress très physique, très peu de stress mental, parce qu'ils ont des bonnes équipes autour d'eux qui les aident, donc ils arrivent à faire un volume qui paraît surhumain par rapport à nous, parce qu'on a d'autres choses dans notre vie. Fait faut être conscient de ça. Faut être conscient que le stress mental peut venir jouer sur notre capacité à récupérer, parce que comme on a dit, on a une certaine capacité à tolérer, puis même si on ne change pas le stress physique, si le stress mental change, comme en ce moment avec le COVID-19, comme si on est en période d'examen, comme si on vient d'avoir un enfant, comme si on change de job, comme si on déménage, comme si on est incertain, genre de quelque chose, ben, des fois on se demande, coudonc, je fais la même chose que d'habitude, j'ai l'impression de pouvoir en faire moins, puis je suis vraiment fatigué. Ben, c'est le côté du stress mental. Fait que là, elle parle que dans le fond, dans nos méthodes de récupération, il faudrait qu'on joue sur le côté mental si on n'a pas la chance d'avoir juste un stress physique. Donc, la plupart d'entre nous, il faut qu'on joue là-dessus. Puis là, elle est allée voir certaines affaires, comme exemple le floating. C'est quand c'est dans les chambres de déprivation de sens. Fait que dans le fond, c'est de l'eau salée, fait qu'on flotte dedans, dans un cubicule complètement noir. Fait que dans le fond, on touche à rien, on n'entend rien. Ça dure 1 heure, puis ça nous force, dans le fond, à méditer, d'être avec nous-mêmes, d'être calme. Il y a d'autres méthodes. On peut faire le live de Reggie, exemple, à midi, à tous les jours, puis faire sa petite période de yoga puis de méditation. Ça commence tout le temps par un petit peu de méditation, puis il nous apprend comment faire le vide. Fait qu'avec le yoga, on peut faire ça. On peut essayer d'apprendre à méditer aussi. Mais, comme elle dit, c'est extrêmement difficile de méditer. Donc, il y a même des apps qui existent qui nous aident à méditer. Elle dit, let's go, on peut essayer. Il y a des headbands qu'on met puis qui essaient de nous donner du feedback, voir si notre cerveau se calme. C'est sûr que c'est pas 100%, comme elle dit, exact, parce qu'on est capable de savoir comment la machine fonctionne. Fait qu'exemple, si je bouge mes yeux vraiment vite pendant le test initial, puis après ça, je fais juste plus bouger mes yeux, la machine va me dire « Ah, t'es très très bon à te calmer » parce que j'étais excité, j'avais une certaine excitation pendant le test, au lieu d'avoir fait le test pour vrai. Mais, veux pas, ça donne du feedback, puis ça peut être une bonne chose pour apprendre à baisser ce stress-là. Fait que méditation, relaxation, puis comme je reprends les mots de Reggie là-dessus, puis la plupart des gens qui sont bons sur la méditation, ils vont dire on essaie de méditer. Ça ne veut pas dire qu'on devient un expert tout de suite, on essaie d'apprendre à faire le vide. Et ben, c'est tout aussi important pour notre récupération physique que avant on pensait que c'était juste pour un certain équilibre mental ou bien-être. Donc ça, c'est très important de se rappeler de ça. Elle donne aussi un autre concept qui est important, c'est que on peut pas tout le temps contrôler nos stresseurs. Fait qu'on va avoir tendance à dire, ok, ben moi mon but, c'est de juste avoir du stress physique. Fait que je vais faire comme les champions dans mon sport, je vais réduire tous les stress mentaux, j'ai plus besoin de travailler, mon support team me fait à manger, me dit quand m'entraîner, j'ai pas besoin de gérer quoi que ce soit. Mais ça, c'est utopique, ça marche pas, là. Il va falloir s'occuper des enfants, il va falloir s'occuper de son travail, il va falloir s'occuper... Fait que ça, c'est des stresseurs qu'on peut pas enlever.
Fait qu'elle dit, ça c'est super important de s'apercevoir de ces stresseurs-là. Fait que c'est lesquels que je peux contrôler, c'est lesquels que je peux pas contrôler. Il y a peut-être certains stresseurs, comme on verra, par exemple de me coucher vraiment tard, puis ça finit par stresser mon corps, puis que ça je peux l'enlever parce que le dernier 2 heures avant de me coucher, ben, pour finir, je fais juste niaiser sur Instagram. Fait que ça, je peux avoir une action là-dessus. Mais il y a des choses que je peux pas. Par exemple, j'ai 2 enfants, puis pendant une très bonne partie de ma vie, en fait, toute ma vie, je vais être papa, mais pendant une bonne partie de ma vie, je vais être à charge de ces enfants-là. Ils vont potentiellement m'amener un stress. Peut-être qu'il va falloir que je me lève la nuit. Peut-être qu'il va falloir que je me couche un peu plus tard pour pouvoir faire les choses que j'ai pas pu faire dans la journée parce que je m'en suis occupé. Peu importe, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. OK, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis d'ailleurs, dans ce cas-là, je veux pas avoir du contrôle là-dessus parce que je veux vivre ma vie de mon expérience de père. C'est à ce moment-là, s'en apercevoir, puis faire un plan sur comment est-ce qu'on va pouvoir changer notre perception de ce stress-là. Quand ça va arriver, au lieu d'être fâché qu'on ne puisse pas faire ce qu'on voulait, comment est-ce qu'on peut changer la perception pour que ça devienne moins un stresseur. Savoir qu'on ne pourra pas retirer cette chose-là de notre vie, on peut juste changer comment est-ce qu'on va réagir. Ça, si vous voulez le changer, vous pouvez voir la vidéo The Power of Habits sur comment changer les habitudes. Le déclencheur va être encore là, la récompense va être encore là, on change juste la routine de comment est-ce qu'on réagit à ces stress-là. Après ça, on va parler du sommeil. Le sommeil qui est, s'il y avait une seule chose importante pour la récupération, ce serait le sommeil. C'est le numéro 1 pour récupérer. C'est la seule chose qu'on arrive à prouver scientifiquement. C'est la seule chose qu'on arrive à vraiment avoir une grosse relation entre nos vitesses de réaction, notre capacité physique, capacité à surcompenser, c'est le sommeil. La moyenne des gens ont besoin entre 7 à 9 heures de sommeil. Il y en a qui ont besoin encore plus, 10 à 12 heures dans les athlètes de haut niveau. Et Christine nous dit de faire bien attention à ceux qui disent qu'eux, ils ont juste besoin de 4 ou 5 heures. Assez souvent, c'est très rare les gens qui ont besoin de ça. Donc, assez souvent, les gens qui ont besoin de 4 à 5 heures, c'est qu'ils sont dans la spirale que après plus d'une semaine où est-ce qu'on dort peu, on oublie c'est quoi notre corps pour pouvoir survivre, oublie c'est quoi d'être bien reposé. Donc, on a l'impression de fonctionner à 100%, mais on ne fonctionne pas. Donc, surtout en ce moment avec le COVID-19, faites le test. Ce qu'elle conseille, c'est couchez-vous relativement tôt dans une chambre où est-ce qu'il fait 18 degrés. C'est noir, s'il y a du bruit, mettez-vous des bouchons et ne mettez pas votre réveil. Regardez, c'est quand vous vous levez, faites-le quelques jours pour voir un peu, ça serait quoi votre baseline? Est-ce que c'est 8 heures, c'est 9 heures, est-ce que c'est 10 heures, est-ce que c'est 7 heures? Donc faites-le quelques fois, vous avez le temps de le tester, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Donc, comme ça, après, vous pouvez voir où est-ce que vous êtes optimal. Moi, je sais que je suis optimal autour de 8 à 9 heures de sommeil. Désolé, je vais arrêter le bruit. Donc, 8 à 9 heures de sommeil, pour moi, c'est optimal parce que je l'ai testé. Après ça, il faut savoir que quand on manque de sommeil, c'est le problème, c'est qu'on manque la dernière phase qui est où est-ce qu'on génère la testostérone, l'hormone de croissance, qui est pour, dans le fond, les athlètes, très important. Aussi la phase où est-ce qu'on a le REM sleep, qu'on appelle le Rapid Eye Movement, où est-ce que c'est là qu'on réorganise aussi notre cerveau pour les émotions complexes. Donc, c'est vraiment important de ne pas perdre ça. Si quelqu'un qui a besoin, qui est normal, dort 5 heures par nuit pendant une semaine, sa testostérone baisse entre 10 et 15% direct. Donc, on ne veut pas ça. Après, elle parle aussi du fait que si on dort très peu, exemple, on dort 6 heures et moins, c'est l'équivalent d'avoir pris 3 à 4 bières. Si on dort 4 heures et moins, c'est l'équivalent d'avoir pris 6 à 7 bières au niveau de notre concentration le lendemain. Puis si on dort 0 heure, là, c'est 11 à 13. Donc, c'est comme si on était en faculté affaiblie, sans avoir le bénéfice de se sentir bien. On se sent juste sluggish, puis on ne fonctionne pas bien. Nos vitesses de réaction sont moins bonnes aussi. Après, elle dit, faut pas que ça devienne un nouveau stresseur, le sommeil. Fait que voyez ça sur une semaine au complet. Voyez pas, hier j'ai mal dormi, c'est la fin du monde. C'est sur une semaine. Vous avez un budget sur la semaine, puis vous essayez de maximiser votre budget sur la semaine. C'est peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, mais ce que vous pouvez contrôler de votre sommeil, essayez de le mettre dans le sens de la récupération. Puis comprenez que
il n'y a rien qui peut acheter le sommeil. Il n'y a pas le foam roller, le Normatec, le cupping, le ice bath, toutes ces affaires-là, le sauna dans le jardin. À la place, peut-être vous devriez faire un petit somme, un nap. Vous n'avez pas besoin de dormir, vous n'avez pas besoin de dormir juste la nuit, vous pouvez faire des siestes. Elle parle même genre du coffee nap. Fait que si vous savez que quand vous faites une sieste, vous avez du mal à vous réveiller puis repartir votre journée, elle conseille, prenez un petit expresso juste avant de faire votre sieste, mettez votre alarme sur 20 à 25 minutes. Quand vous vous réveillez, la caféine fait effet, boum, vous êtes prêt à partir. Fait que ça pourrait être une façon de le faire. Après ça, on parle du overtraining. Overtraining. Ou, comme elle dit, le concept de under-recovering. Ne pas récupérer assez. Récupérer. Ça, dans le fond, ce qui est vraiment tough, c'est qu'il n'y a pas de volume où est-ce que, boum, quelqu'un va overtrain. C'est différent pour tout le monde. Puis, il n'y a pas vraiment de façon de le mesurer. Les gens qui sont overtrain, dans le fond, ils se mettent à mal dormir, ils n'aiment plus leur sport, ils n'ont plus de motivation. Mais si on fait des tests sanguins, ils ont l'air normaux. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas exactement pour le moment, c'est comment le mesurer, autre que par des tests subjectifs de questionnaire. On ne sait pas non plus comment le soigner. Il y a des gens, ça prend 6 mois, il y a des gens, ça prend 3 ans. Une chose est sûre, il faut qu'ils se récupèrent. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on veut s'assurer, c'est la prévention. On ne veut pas se rendre jusqu'au under-recovery. Puis, c'est là qu'elle revient à son « écoutez votre corps ». Il va falloir commencer à devenir bon, à pas nécessairement juste suivre le programme. Pour pouvoir suivre le programme, c'est ce qu'on appelle en CrossFit de faire des adaptations, de scaler les workouts. Il faut que ce soit une intensité relative, il faut que ce soit un effort relatif à comment on se sent par rapport à nos capacités personnelles, mais aussi nos capacités donc physiques, psychologiques, mais aussi les capacités du moment. Donc, c'est pas parce que d'habitude, on est capable de faire des cleans à 2,25 qu'aujourd'hui, il faut faire le workout à 2,25. Il faut se rendre compte que le workout à 2,25, c'est supposé être un poids moyen lourd dans le workout. Puis si aujourd'hui, moyen lourd, pour moi, c'est 175, ben ce sera 175. C'est comme ça qu'on fait pour pas over-train ou ne pas récupérer assez. Après, il ne faut pas regarder le volume de ceux qui ont zéro stress mental. Parce que nous, si on a du stress mental en plus, il faut le respecter. Et donc, on va pouvoir mettre un peu moins de stress physique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir les meilleurs. Elle montre des exemples de masters qui sont dans les meilleurs au monde avec 12 heures d'entraînement par semaine versus ils battent des gens qui font 22 à 25 heures d'entraînement par semaine, mais c'est parce qu'ils ont trouvé l'entraînement optimal. C'est ça l'entraînement optimal. Dans le fond, c'est quand on s'écoute, puis quand on prend le workout du jour, exemple en CrossFit, et on écoute le coach, on donne du feedback au coach pour pouvoir l'adapter à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important. Un des points là-dedans, c'est qu'elle rappelle aux gens que quand on fait un effort extrême, par exemple, on fait une qualification pour le Open, ou on fait une qualification dans notre sport pour les trials olympiques ou quoi que ce soit, ça nous prend entre 2 et 72 heures à récupérer d'un effort extrême. Donc, il faut essayer, si on peut, de ne pas nécessairement mettre back-à-back plein d'efforts extrêmes. Parce que c'est pour ça, en fond, que quand on fait une compétition, même si le volume n'est pas nécessairement un stress physique immense, comme on avait le stress mental additionné à ça, ça devient un effort extrême sur une fin de semaine ou 3 jours. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre la semaine après très tranquille. Il faut le respecter, ça. Il ne faut pas essayer de rationaliser puis de mettre sur le papier, ben, j'ai juste fait ça, fait que je suis capable d'en faire encore plus. Non. C'est comme ça qu'on overtrain. Elle parle de marathoniens qui allaient super bien, puis pour finir après leur marathon, au lieu de prendre 2 semaines off, comme ils ont tout le temps fait, ils ont décidé de continuer à s'entraîner par overtraining ou under recovery. Ils n'ont plus jamais été capables d'être proches des temps qu'ils ont fait, puis après, mentalement, ils ont décroché parce que ça leur a pris 3, 4, 5 ans à être capable de avoir du fun. L'autre truc aussi, c'est de s'apercevoir que quand on n'a plus de fun à l'entraînement, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on fait en trop ici. On est en train de under-recover. Puis peut-être des fois, il faut prendre la semaine off. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas du tout, qu'on ne va pas voir ses amis. Off au niveau de performance. On ne se donne pas de stress. On ne se donne pas de « faut absolument que j'arrive à faire tel poids, faut absolument... » Non, on le fait juste pour le faire, pour bouger, pour réavoir du fun. Le dernier truc qu'elle parle au niveau du under-recovery, c'est qu'assez souvent, on oublie les stress par rapport au virus. Quand on a un virus, ben, le stress physique est décuplé, puis on a tendance à, parce que mentalement on est fort, continuer à pousser pareil. Puis ça, des fois, c'est ce qui pousse l'athlète over the edge,
Donc par-dessus la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on a tendance à continuer trop fort quand on est malade. Et des fois, c'est ce qui déclenche malheureusement des périodes de overtraining qui, soit dit en passant, là, overtraining, ça prend plus qu'une semaine. Là, ça prend un minimum 6 mois à être capable de récupérer de ça. Fait qu'il faut vraiment y faire attention. C'est pas parce qu'aujourd'hui je m'entraînais, je pousse un peu moins, j'étais en overtraining. Non. Overtraining, là, c'est vraiment 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans être capable de faire ses performances, d'aller chercher du fun à l'entraînement, ça va vraiment mal. Là. Donc, enfin, la conclusion. Pourquoi alors est-ce qu'on récupère, puis pourquoi est-ce qu'on essaye toutes ces méthodes qui, pour finir, scientifiquement, sont pas nécessairement là, puis on a tendance à délaisser les choses qui sont super importantes, comme le sommeil, puis la gestion du stress mental et physique. Ben, elle donne un exemple. Il y a un nouvel aéroport qui a été créé, puis quand les gens sortaient de l'avion, ils arrivaient directement au dépôt à bagages. Puis même si ils avaient un système ultra bon, au lieu que ça prenne 20 minutes pour que les bagages arrivent, ça prenait tout le temps en bas de 15 minutes. Comme les gens arrivaient très vite au convoyeur, ben ils se plaignaient tous que ça prenait trop longtemps d'avoir leurs bagages. Ben, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'aéroport? Ils ont détourné les gens, au lieu de sortir de l'avion et d'arriver direct, leur ont fait faire un détour qui prenait 10 minutes dans l'aéroport. Puis comme ça, quand ils arrivaient, leurs bagages arrivaient quasiment en même temps. Il n'y avait plus aucune plainte. Donc, ce concept-là, c'est le concept qu'on a besoin de meubler l'attente. Quand on s'entraîne fort, on va avoir mal. Nos muscles vont avoir mal. Notre corps va souffrir. Puis on a besoin de se faire dire « fais quelque chose en attendant que ça se répare ». Fait que c'est un gros effort placebo parce qu'ils se sont rendus compte que tant qu'on croit dans la chose qu'on fait, ben ça va avoir un effet. Fait que la première recommandation, c'est que si tu as besoin de faire quelque chose pour passer la période d'attente de surcompensation, faites-le. Par contre, choisissez quelque chose qui ne va pas aller à l'encontre de la récupération. Peut-être que le bain de glace, c'est pas la meilleure chose. Peut-être que si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un Normatec, ce ne serait pas la meilleure chose de dépenser tout votre argent là-dessus au lieu de dépenser de l'argent sur de la bonne bouffe. Mais choisissez quelque chose. Puis si vous êtes un coach et que vous voulez aider quelqu'un à récupérer, il faut que ce soit lui qui choisisse. Si on lui impose une méthode de récupération, mais là, l'effet de placebo ne fonctionnera pas. Puis comme on a vu, comme les méthodes de récupération fonctionnent moyennement pour la plupart, puis que c'est beaucoup plus un effet psychologique, bien on n'aura pas l'effet. Donc, c'est un rituel de récupérer, puis il faut le considérer comme un rituel, puis bâtir quelque chose où est-ce qu'on y croit. Okay? Puis ça, il n'y a rien de mauvais avec ça. Elle appelle même pas ça l'effet placebo, parce qu'elle dit que c'est comme péjoratif, mais elle fait que l'effet psychologique que ça va avoir. Puis ça peut être très, très important à rentrer. Après ça, elle dit que quand on décide de faire de la récupération, un des effets psychologiques de pourquoi est-ce que ça fonctionne, ça pourrait être aussi simple que ça nous force à faire de la méditation, de relaxer. Fait que si vous décidez de faire une session d'étirement, alors qu'on sait que maintenant, j'en ai pas beaucoup parlé, là, mais on sait maintenant que les étirements statiques, autres que amplifier potentiellement l'amplitude de mouvement, ça peut avoir rapport, mais ça va pas réduire le fait que vos muscles vont être douloureux. Ça ne va pas réduire la douleur de ce qu'on appelle des trachées, les courbatures. Mais si vous décidez de faire 15 minutes d'étirement à la fin de chaque session, peut-être que ça vous donne un moment pour être calme puis baisser votre stress personnel. Le fait d'aller faire justement le float, c'est le même principe. Fait que des fois, il y en a qui ne vont pas utiliser la méditation en tant que telle, mais juste le fait de se forcer à avoir une certaine méthode de récupération, ça nous centre sur nous-mêmes et ça fait dans le fond de la méditation forcée. Fait que ça serait une très bonne chose quand même, justement, une autre raison que ce soit une bonne chose d'avoir ce rituel. Fait que la récupération, il faut le voir comme un rituel. C'est pas quelque chose où est-ce que ce qu'on fait a un impact nécessairement direct dessus. Fait qu'il faut pas être trop scientifique avec. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'effets psychologiques, mais il y a un grand gain sur le fait que ça nous force à être centré sur nous-mêmes, à baisser notre stress mental
et de meubler l'attente qui est inévitable. On peut faire tout ce qu'on veut, on sera tout le temps raqué quand on s'entraîne parce que sinon c'est problématique, ça veut dire qu'on n'aura pas d'adaptation.